et bienvenue sur Europe 1. Si vous aimez le rock, vous allez en avoir plein les oreilles cette nuit à partir d'1h10 avec un taratata spécial rock. Mais pour l'heure, c'est une musique plus douce que nous allons entendre, celle de votre voix, de vos émotions que je vous invite à nous communiquer via le 39 21 où vous serez accueillis ce soir par Quentin et Asiba avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et vous pouvez également à tout moment nous faire part de vos commentaires, de vos réflexions sur le site internet europe1.fr ainsi que par texto au 7 10 25 en n'oubliant pas de commencer vos messages par le mot nuit. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Alors des messages justement qui arrivent, Georges qui me dit ça y est, je suis un homme comblé, une jeune belle et riche héritière m'a mis le grappin dessus. Et oui, ça devait arriver. Donc on devrait avoir, je pense ce soir, la maman de Georges au téléphone parce que ça risque d'être compliqué à gérer cette situation. Il y a Sergio qui me dit je suis dégoûtée dès lundi, je change de poste, fini la nuit, je commencerai super tôt et je ne pourrai donc plus vous écouter. Écoutez, mon cher Sergio, si ça peut un peu vous rassurer, adoucir votre peine, dès lundi l'émission sera supprimée. Donc finalement, voilà, j'espère que ça va vous consoler. On est dans les poissons d'avril, donc je continue sur votre lancée. Il y a Coco qui me dit êtes-vous au courant au moins qu'il y a un speed dating qui se tient, c'est le salon international du speed dating pour les chiens, ça se tient à Paris. Y avez-vous inscrit votre petite Lily ? Non, mais pourquoi pas. Cela dit, Lily n'a pas besoin de ça pour faire des rencontres parce que elle va au devant des chiens et notamment des gros mâles. Je sais pas pourquoi, elle aime beaucoup les gros mâles et particulièrement les labradors. Voilà, qu'est-ce que vous voulez ? On est attiré par son contraire. Elle est très courte sur pattes et elle aime bien les gros labradors. Allez, on va changer complètement de sujet. J'avais un mail qui était arrivé suite au témoignage de Christelle hier soir. Christelle qui vous avait beaucoup touché, cette jeune femme qui nous parlait d'elle, qui était dans une situation difficile, qui se sentait mal dans sa vie, qui se retrouvait à élever seule ses deux filles, qui nous parlait notamment de sa petite fille de 13 mois elle venait de se séparer de son père, qui nous parlait de ses problèmes de poids. Et Liliane nous a envoyé un mail pour dire quel courage, quelle sensibilité attachante, une enfance vécue sans amour. Elle s'est battue pour avancer, pour essayer de comprendre pourquoi elle n'avait pas sa place dans ce monde. L'amour d'une mère est tellement primordial. Personne à qui se rattacher pour avancer. Ce mal-être est parfaitement explicable. Une thérapie serait effectivement nécessaire car elle a tellement d'émotions à exprimer. Il faudrait qu'elle apprenne à avoir confiance en elle car c'est une belle personne et elle doit donner un bon exemple pour ses filles pour qu'elles ne soient pas elles-mêmes marquées par ce passé de leur mère qu'on sent touchante, humble, simple et douce. Et si elle va consulter, on peut que lui souhaiter que son âme s'apaise et ensuite son physique suivra. Et Liliane voulait lui souhaiter le meilleur et elle ajoute, en tout cas, elle nous a donné une belle leçon de vie. Voilà, on va accueillir maintenant Marc qui est avec nous au 39 21, numéro que vous pouvez composer jusqu'à 1h. Bonsoir Marc. Bonsoir Caroline. Bonsoir. En fait, je m'appelle donc Marc, pardon, et je vous avais appelé en juin dernier, et c'est parce qu'en fait j'étais parti de chez des amis en plein milieu de la nuit, et il y avait une affaire en fait aussi avec un enfant, la femme, enfin cette petite famille, des remises en question, et vous vous rappelez ?
Alors, je me souviens de cette histoire, oui, vous étiez parti comme ça au milieu de la nuit. Oui, ça me dit quelque chose, oui. Oui. Mais Et dites-moi un peu plus quand même pour situer un peu. Ouais. en fait, pour vous... D'accord. C'est long, hein, c'est pour ça. En fait, Ah ben non, il faut me faire une synthèse parce qu'on va pas refaire. On va pas te refaire toute l'histoire. Oui, Mais voilà, moi, pour ça, je suis non, mais c'est un peu peut-être pour gêné. poser le cadre. Ceux qui n'étaient pas à l'écoute, moi, oui, ça me dit quelque chose. Oui, mais on va pas. Oui, Non, tout à fait, vous avez raison. essayez de synthétiser. Vous pouvez synthétiser. Vous n'allez pas on va pas refaire le témoignage. Vous pouvez synthétiser. Voilà, une dispute chez vos amis. Bon, alors une dispute chez mes amis. Alors en fait, j'étais prévu, je devais dormir chez eux. Donc j'avais ramené ma valise. Normalement c'était prévu, je repartais comme je travaille à Roissy. Donc après, on me redéposait parce que j'ai pas de voiture. Hein, donc j'étais venu en transport et après c'était prévu, je devais repartir. Et arrivé chez eux, apéritif, ils étaient invités chez leurs voisins. Mais naïvement, j'avais pas compris que j'étais pas invité. Et en plus, il a fallu que je comprenne que finalement... Il y avait un barbecue, c'est ça? Oui, le barbecue, oui, voilà, tout à fait. Mais le barbecue, c'était le nôtre, mais que j'ai attendu. Donc, je me suis fait tout seul avec le gamin, quoi, en fait. C'est ça. Voilà. Oui. Vous vous rappelez? Oui, c'est-à-dire, vous deviez, avoir un barbecue, et puis l'apéritif s'était prolongé chez les amis et chez les voisins, et vous l'aviez très mal pris. Oui, voilà, exactement. Et donc après, on m'a dit que si j'étais pas content, que je pouvais partir, ce que j'ai fait. Le problème, c'est que je me suis retrouvé à la rue, enfin. Et après 3 mois après, je vous ai appelé, donc. Oui. Parce que j'avais vraiment envie d'en parler, quoi. Oui, je comprends. Oui, vous l'aviez mal vécu. Vous aviez trouvé ça très indélicat. Vous ne vous étiez pas. Mais je me souviens bien maintenant. Bon, il y a des problèmes beaucoup plus dans l'émission relatée qui sont quand même beaucoup plus graves. Non, mais c'était votre ami et ça vous avait blessé ce manque d'attention à votre égard. Oui, tout à fait. C'est ça. Exactement. Et puis c'est surtout parce que là vraiment, ça m'avait tellement fait. C'est-à-dire qu'ils auraient pu vous proposer d'aller prendre l'apéritif avec leurs amis. Oui. Avec leurs voisins. Ou différer, surtout que, comme je vous avais dit justement lors de la dernière émission, j'étais prévu, quoi. Enfin, je suis pas non plus arrivé, c'était prévu que je vienne. Oui, c'était pas comme si vous aviez débarqué chez eux à l'improviste. Ou alors, écoutez... Moi, je pense qu'ils auraient dû différer. Tout simplement, je pense que le voisin, il se volatilise pas, donc à la limite, je pense que le voisin il aurait compris, je pense. Hein. Oui, puis même un voisin, une personne de plus, c'est pas non plus dramatique pour un apéritif. Également. C'est pas comme un dîner où parfois, on n'a pas, mais même pour un dîner à la rigueur, mais un apéritif. Mais je peux comprendre. Après, il n'est pas obligé non plus d'avoir un invité supplémentaire, c'est-à-dire vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc, après moi, je tout. vois vraiment dans le taxe, je me dis je peux comprendre, mais moi, en tout cas, je pense que j'aurais dans ces cas-là, tout simplement. Décliner l'invitation. Oui, dire ce n'est pas possible ce jour-là parce que nous recevons un ami, mais avec plaisir le week-end prochain. Et alors finalement, qu'est-ce qui... Alors, donc moi je vous appelle pour vous dire que finalement tout se passe très très bien. Une petite note d'espoir pour commencer l'émission. En fait, normalement je devais passer hier, mais il y a eu un témoignage et donc Quentin m'a proposé de passer au début de l'émission. Donc mais je suis très ravi de vous annoncer que pour moi c'est une note d'espoir parce que après il y a plein d'événements, des épreuves que j'ai passées dans ma vie et avec beaucoup de recul, j'ai 42 ans, je trouve que je m'en sors très très bien, ça va. Je suis célibataire, mais je le vis bien mais sinon je suis bien entouré. J'ai eu une épreuve aussi assez délicate et puis des fois dure avec ma mère. Parce que j'ai vidé mon sac, je crois que j'ai fait ma crise d'adolescence à 30 ans. Et puis maintenant, là, depuis 2 ans, ça se passe très très bien, vraiment. Et avec ses amis, oui, c'est ça. Oui, pour revenir sur mes amis, donc je vais être parrain de l'enfant, le 30 avril également. D'accord. Donc finalement, vous avez pu quand même en reparler avec eux et ça... Non, j'ai pas voulu en reparler par contre. Je ne veux pas en reparler. Oui, mais je veux dire, d'accord, voilà, vous n'en avez pas reparlé, mais vous avez pu renouer, ça n'a pas altéré votre relation. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Et par contre, j'ai pas, en ce qui me concerne, je pense que peut-être que eux, ils auraient peut-être voulu s'excuser ou peut-être revenir. Mais très rapidement, j'ai fait comprendre que je voulais pas trop en parler, quoi. Enfin, que c'était fait, c'est pas grave, on passe à autre chose, quoi. C'est pas grave, c'est un événement et
Et puis après, moi, je me dis que bon, c'est pas grave. Après, ça reste un super ami, ça reste de très bons amis. Oui. Et puis après, il y a des choses que j'aborderai pas. Et puis c'est comme ça. Après, on n'est pas forcément obligé de. Même si maintenant, même si le fait d'être parti de chez eux, c'est quand même pour beaucoup de personnes, même de mon entourage, des choses fortes. Mais moi, je pense que le fait d'avoir, je sais pas, dépassé. Enfin, je sais pas, j'arrive pas à expliquer, mais ça me dérange pas finalement, parce que au final. Voilà, j'ai ça et puis la relation est très très bien et pareil avec ma mère, hein, c'est pareil, j'avais eu aussi et ça se passe très bien. Après il y a des propos on se comprend mieux quelque part parce qu'après si on sait qu'on ne peut pas aborder certains sujets pour revenir sur ma mère ou sur mes amis. Après, c'est tout. C'est juste, voilà, il y a des choses maintenant. Après, c'est composé. En partant, vous avez quand même marqué le fait que, bon, là, il y avait des bornes qui avaient été dépassées, hein, comme on dit familièrement, et que vous aviez été blessé. Donc après, ils ont dû quand même y réfléchir et se dire de leur côté, que ça serait dommage. Voilà, ils ont voulu s'excuser. Après, c'est vrai que parfois, c'est pas la peine de forcément toujours revenir dessus, s'expliquer, mais bon, l'important c'est que vous voulez préserver la relation. Eux, vous allez être parrain de leur enfant, donc eux aussi tiennent à vous, à cette relation, et c'est ce qui compte au final. Exactement. Ça peut arriver, hein, parfois dans des relations d'amitié, que il y ait des moments comme ça de tension où on peut être maladroit, où on peut blesser. Très, très fort. Mais oui, bien sûr, où on peut être blessant sans forcément se rendre compte. Mais ça arrive, on l'est tous, hein, où on peut blesser des gens qu'on aime sans toujours le vouloir, ou parfois. Je pense que le tout c'est bon, même si pas trop. Enfin après, chacun a ses limites, mais je pense que le problème des fois c'est juste la rancune. Je pense qu'il faut pas être rancunier. Enfin. Moi c'est ce que je pense. Je pense que ou peut-être parler de détachement. Peut-être pas sans parler de rancune, mais je pense que c'est savoir à un moment donné se détacher un peu de pas forcément tout prendre pour soi. Oui. Alors il y a des gens plus rancuniers que d'autres. Parfois, c'est vrai que la rancune, ça vient quand on ne peut pas aussi dire les choses, hein, quand on ne peut pas. Quand on accumule quand même beaucoup de choses, ou quand ça vient se superposer à d'autres blessures, vous voyez, quand ça vient réactiver des blessures, puis quand on n'a pas pu quand même parfois en parler. Mais ça veut dire qu'au fond vous aviez quand même une relation, une relation très proche, et vous les sentiez malgré tout bienveillants, et que vous vous dites bon, il y a eu cette soirée-là, mais que dans le fond, vous savez qu'ils sont plutôt bienveillants avec vous. Voilà. Il y a l'imparfait du subjonctif qui dit, ça sera le mot de conclusion, qui dit je préfère aux voisins mes voisines. Je sais pas qui c'est qui disait ça. C'est une chanson, ça, non? Je préfère aux voisins mes voisines. Je sais pas d'où ça vient. Non, ça me dit rien. Bah si, ça me dit quelque chose, moi. Bon, écoutez, l'important c'est que ça se soit arrangé. Alors c'est Renan Luce, me dit Fifi, oui. Oui, c'est Renan Luce. Oui, je préfère aux voisins mes voisines. C'est une chanson. Je connais pas. Je ne connais même pas Renan Luce. Ah bon? C'est actuel, c'est ancien ou... C'est actuel. Ah d'accord. Bon ça va, on peut me pardonner. Mais on peut pas. Mais bien sûr. Attendez, Marc, on n'en est pas obligé de tout connaître. Hein. Ouais, c'est vrai. Non. Ah, en tout cas, j'adore votre voix. Mais je pense que de toute façon, c'est une de votre qualité. Hein. Ça aide très, très quand on fait de la radio. Ça aide un petit peu. Voilà. Oui. Moi, j'aime pas m'écouter, mais on n'aime jamais s'écouter. Non, si, vous devriez, parce que franchement, là, c'est bon. Écoutez, on va pas parler de ma voix, mais on n'aime jamais s'écouter. On ne s'entend pas comme les autres nous entendent. Heureusement. Bon, et alors il vaut mieux éviter. Oui, c'est ça. Et les voisins seront invités pour le baptême du petit. Qui? Les voisins. Non, je crois pas. Ça sera l'occasion d'une grande réconciliation. Oui, ça aurait pu être. Ça aurait pu. Je sais pas, mais je crois pas. Mais non. Là, c'est ce que je pense deviner. Enfin, j'ai pas vous voyez, j'en ai pas parlé avec eux, mais moi, ça me dérangerait pas. Hein, oui, bien sûr, vous n'avez rien contre eux. Oui. Donc voilà. En tout cas, j'espère qu'en tout cas, ça aura peut-être. Je sais pas si les auditeurs auront pris mon message, même s'il est parti sur quand même une histoire un peu, on va dire.
Puis c'est vrai, il y a des histoires beaucoup plus importantes. Mais bon, voilà, j'avais envie, surtout... Non, mais écoutez, on peut parler de tout dans cette émission et heureusement que il n'y a pas toujours que des histoires extrêmement lourdes ou dramatiques. On parle de la vie, donc Oui, c'est un moment de vie que vous avez partagé avec nous. J'avais envie. Oui. Voilà, écoutez, je suis content d'être passé. Je remercie Europe 1 et puis Quentin aussi qui a une belle voix. Allez, au revoir tout le monde. Il vous a pas entendu parce qu'il était occupé. Il est au téléphone, mais comptez sur moi, je vais lui dire. Au revoir Marc, Allez, merci. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. On va accueillir maintenant Sophie. Bonsoir. Bonsoir et merci pour la chanson parce que avec la chanson je pense à ma fille. Voilà, tout simplement. Et vous demandez à quoi ça sert les filles? Non, pas à quoi ça sert, mais je suis en plein dans le cauchemar avec ma fille. Pourquoi? Vis un véritable cauchemar en ce moment. Donc il y a 15 jours, on a retrouvé mon enfant à 10h du soir avec un individu très connu des services de police. Elle a que 12 ans. Voilà, elle a fugué, elle est sortie du collège et elle n'est pas rentrée à la maison. Elle m'a dit soi-disant qu'elle allait chez une copine faire les devoirs, une petite copine qui habite à côté de la maison. Je suis allée chez la copine, elle n'était pas là. La copine me dit, mais non, elle n'est jamais venue à la maison, il y a un moment qu'elle n'est pas revenue, qu'elle n'est pas venue nous voir. Et puis donc moi, une maman affolée, j'ai couru dans la ville chercher mon enfant. J'ai atterri au poste de police, j'ai déclaré que ma fille avait disparu. Et là, donc ils ont retrouvé ma fille avec cet individu de 16 ans derrière une petite rue dans ma ville. Et là, ils l'ont ramené au poste de police. J'ai retrouvé mon enfant et je me suis effondrée, quoi. Très dur pour moi. Donc c'est un jeune homme de 16 ans, oui. Et donc, c'est toute une famille entière qui sont très très connus. Voilà. Et donc, ma fille, je lui ai posé des questions. Elle était dans un état, vous savez, le blouson ouvert, décolleté ouvert. Elle avait de la paille dans les cheveux. Elle n'avait pas peur du tout de la police. Ils lui ont même dit par un moment, tu baisses les yeux. Tu me regardes pas comme ça, un policier lui a dit. Elle a pas peur. Elle a pas de respect envers les adultes. Avec moi, elle est très agressive, très très. Elle me crie dessus, elle me fait des cris, c'est pas possible. Elle a 12 ans, mais on lui donne bien 14-15. Et donc, elle fait plus rien à l'école. Le bulletin, il est catastrophique. Le bulletin que je viens de recevoir, elle a eu un blâme. Elle a eu un avertissement pour le comportement. Le blâme, aucun travail. Elle ne fournit plus de travail, rien. Elle travaille plus en classe. Oui. Pourtant, c'était une bonne élève. Elle avait sa moyenne, elle avait dépassé un peu la moyenne, elle avait des bonnes notes, et donc elle fait plus rien. Et très agressif envers les professeurs, elle supporte pas les professeurs. Et alors là, je me bats, ça fait plus d'une semaine que je me bats pour qu'elle soit suivie par un psychologue. J'ai fait 7 gynécologues, ils veulent pas l'ausculter. Ils refusent. Pourquoi voulez-vous qu'elle soit auscultée? Si elle a eu un rapport sexuel, elle a que 12 ans. Ça peut. Oui, mais attendez, ça peut être demandé. Pourquoi? Je comprends que les gynécologues, ça serait une violence qui serait faite à votre fille. On n'impose pas un examen gynécologique à une jeune fille. Apparemment, dans ce que vous décrivez, on n'était pas dans une situation de viol. Elle a dit que non. Oui. Donc on n'est pas, vous voyez, c'est pas, on n'impose pas un examen gynécologique à une jeune fille qui est quand même très traumatisante. Oui, c'est normal que les, voilà. Oui, c'est normal ça, parce que là pour le coup, vous allez la rendre encore plus agressive, votre fille. Oui, mais je l'ai pas fait parce que ils veulent pas la prendre. Mais c'est normal. Voilà.
Même qu'elle dit qu'elle est d'accord et tout, mais je pense pas qu'elle soit vraiment d'accord, même si. Mais d'abord, ça ne veut pas dire qu'elle ait eu de relations sexuelles. Là, vous fantasmez quelque chose autour de sa sexualité. Mais comme elle m'a toujours menti, comment savoir? Oui, mais là, vous êtes en train de, vous êtes dans une surenchère, dans une logique. C'est pas parce que vous l'avez retrouvée dans une situation avec ce garçon que c'est forcément aller jusqu'à une relation sexuelle. Oui, vous êtes en train de, vos peurs font que vous allez forcément plus loin que ce qui a pu avoir lieu. Oui. Et donc, un examen gynécologique, si votre fille n'a pas eu de relation sexuelle, est aussi vécu comme quelque chose de traumatisant. Donc, on ne l'impose pas à une jeune fille. Je comprends parce que on me l'a dit, on m'a dit comme vous, hein, les gynécologues, les infirmiers et tout m'ont dit exactement comme vous. Bon, je le comprends, hein, aussi. Vous l'élevez seul ? Oui, tout à fait, oui. Et son père n'est pas du tout présent pour elle ? Non, depuis sa naissance, non. On s'est déjà parlé, non Oui, il y a des années, oui. Il n'y a pas tant que ça, hein, j'ai l'impression. Il n'y a pas tant que ça, oui. Non, il n'y a pas des années. Oui. Vous étiez déjà en difficulté avec elle. Oui. J'ai l'impression que ça empire, hein, la situation. Voilà, ça empire, exactement. Ça empire. Et donc, l'agressivité, elle travaille plus en classe, elle me supporte pas, moi, elle me veut pas, elle m'aime, elle me veut, mais elle supporte pas, c'est le conflit, quoi. Oui, mais c'est-à-dire qu'il y a déjà eu comme ça il y a une surenchère au niveau de cela et au niveau de parce que bon, déjà, effectivement, fugue. À 12 ans, on avait parlé, hein, Sophie, de la nécessité d'un suivi. Peut-être, je ne sais pas ce qu'on vous a dit. Peut-être à ce moment-là, un suivi avec un juge des enfants, une mesure d'action éducative en milieu ouvert. Voilà, exactement, c'est ce qui va. Parce que le juge des enfants, si vous voulez, il y a un côté protection aussi. Oui, et c'est ce que j'ai demandé. Là, je vais avoir un suivi éducatif à la maison. Et voilà, ça sera bien pour la protéger. Moi, je fais tout pour la protéger, qu'il lui arrive rien. Et donc, c'est-à-dire que moi, j'ai laissé ma fille, je l'ai pas, elle n'était pas prisonnière. Je veux dire, ma fille, je l'ai laissée avec les petites copines, aller chez les petites copines. Et voilà, elle allait au collège avec les petites copines, elle était en bande de copines, elle allait faire ses devoirs chez les copines, elle allait s'amuser chez les copines, vous voyez. Elle n'était pas enfermée, ma fille. Mais alors, je me demande si je lui ai pas laissé trop de liberté. Moi, je voulais pas l'attacher, ma fille. Je la laissais aller avec ses petites copines, quoi, de collège. C'est tout à fait normal. Je trouve qu'on laisse son enfant aller jouer le mercredi après-midi. Bon, je connais les parents, je connais les copines. Elles habitent pas loin de la maison, mais elle mentait. Elle me mentait. Elle me disait, je suis là, et puis elle n'était pas là. Là où elle me disait. Puis elle rentrait tard du collège, tout le temps, jusqu'à rentrer de plus en plus tard. Et si ça avait continué, ça aurait été toute la nuit, elle ne serait pas rentrée la nuit, à 12 ans. Oui, mais bien sûr, mais ce qui est intéressant, c'est il y a quelque chose là autour de la transgression, il y a, en allant avec ce garçon, vous dites, au fond, qui lui-même, est déjà commet des actes un peu autour délinquants et dans quelque chose autour de la transgression. Il y a quelque chose d'un peu fascinant pour elle. Alors, qu'est-ce qu'elle dit de ça, elle? Qu'est-ce qui l'attire à travers ça? Elle repousse sans arrêt les limites. Alors bon, évidemment, le problème d'autorité. Enfin, on voit bien déjà ça à l'école. C'est comme si il y avait plus, on n'avait plus de prise sur elle. Voilà. Et en même temps, oui, c'est ça. Elle est terriblement vulnérable en même temps. Hein. Voilà. C'est-à-dire que c'est terriblement angoissant de ne rencontrer au fond plus aucune limite. Voilà. Vous dites elle n'a pas peur. Non. C'est plus complexe que ça au fond. C'est-à-dire qu'elle défie. Elle défie
les adultes, mais jusqu'à en rencontrer un qui à un moment puisse la contenir. Oui. Parce qu'elle a besoin d'être contenue. Oui, oui. Au bon sens du terme. Oui. Oui, mais bon, là, elle est tombée sur le pire, quoi. Oui, non, mais là, c'est un jeune homme qui bon, est dans, il y a quelque chose d'une fascination autour de ce comportement, bon, le pire lui-même, c'est un adolescent, qui lui-même présente des difficultés. Voilà. Donc il y a une problématique qui l'attire et qui certainement dans laquelle elle peut se retrouver, un peu s'identifier. Ah oui, d'accord, oui, bon, je comprends. Il ne s'agit pas, plus vous allez le stigmatiser aussi, plus ça va être fascinant pour elle. Hein. Oui. Mais j'évite d'en parler, justement, de lui en parler. Parce que quand je lui en parle, tout ce qu'elle a dit de lui, c'est qu'il est beau. Ah ça, il est beau. Hein. Ça, elle le dit bien. Donc ça, c'est oui. Il est beau et puis, alors pour elle, il n'est pas dangereux. Il lui aurait rien fait, qu'elle dit. Il lui aurait rien fait de mal. Elle le dit. Qu'ils n'ont pas eu de rapport. Mais ce qui est possible. Qu'ils ont juste fait des bisous, elle a dit, à la police, et qu'ils avaient fumé. Mais c'est possible, mais c'est tout à fait possible parce que vous savez. Consommé de l'alcool. Oui. Voilà. Mais c'est possible parce que en tant qu'adulte, on a toujours tendance à projeter nos peurs, nos fantasmes aussi, nos fantasmes sur notre vision de la sexualité adulte sur la sexualité adolescente. Or, votre fille, bon, elle a 12 ans. Bon, elle en paraît 14, 15. Oui. Alors ce garçon, peut-être, oui, il a 16 ans, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il va se comporter comme une brute avec votre fille, parce que s'il y a une relation entre tendres et s'ils sont amoureux, ça ne veut pas dire qu'il va mal se comporter avec elle. Oui. Sinon, je pense que votre fille aurait pu le dire. Oui, je pense. Je pense parce que bon, l'assistante sociale et tout lui a dit, mais il faut pas avoir peur parce que il me faisait comprendre que si elle a peur de le dire, qu'il s'est passé des choses contre elle, quoi. Oui, voilà. Mais ça se sent, ça. Voilà, oui. C'est-à-dire, après, j'imagine qu'elle a été entendue, que même à à les gynécologues qu'il a reçus l'a vue sans pratiquer un examen, il peut l'entendre, la voir en dehors de votre présence. Oui, c'est un médecin, un gynécologue qui n'a pas voulu, il lui a rien fait, mais il lui a fait la morale, quoi. Voilà, il lui a parlé, quoi. Oui, mais il a entendu hors de votre présence. Oui, tout à fait. Voilà, mais c'est ce qui est important. Oui. C'est pouvoir l'entendre, elle, en dehors de la présence des parents. Ah oui, ça, je suis pour ça, oui. Alors là, je me bats pour les rendez-vous qui sont bon. En ce moment, il y a beaucoup de monde en vacances. Ils me répondent, j'ai pas encore les rendez-vous ni du psychologue. Ça va se faire. Le suivi, ça va être mis en place, suivi éducatif à la maison. Et puis alors par qui va le mettre en place? Par la DAS. D'accord. Voilà. Et donc là, c'est son agressivité. Elle est contre moi encore, et elle s'en prend toujours à moi. Mais toujours. Évidemment. Tout le temps. Elle n'a que vous à qui s'en prendre. Ben voilà. Et là, c'est dur. Moi, bon, je tiens le coup, mais elle me parle, elle n'a pas de respect, elle est agressive. Depuis combien de temps? Plus d'un an. Non, ouais. Même plus. Oui, elle brûle. 22 ans. Il y a longtemps qu'elle est comme ça avec moi. Oui. Et auparavant, quelle relation aviez-vous? C'est-à-dire qu'on vivait en couple. En couple, c'est-à-dire après la séparation. Bon, elle est née, je me suis séparée d'avec son père. Son père avait des gros problèmes aussi. Quel genre de problème? Il est alcoolique. Voilà, donc je me suis séparée, il était alcoolique, il s'est passé des choses. Elle le sait? Oui, je lui ai dit. Oui. Et donc, il me l'avait enlevé, il me l'avait, moi, il m'a brutalisée, puis il avait ma fille dans les bras et il a claqué la porte et il l'a gardée, quoi. Et là, elle a été traumatisée quand ils l'ont récupérée. Elle est arrivée à l'hôpital. Elle était bébé déjà. Et ils m'ont dit votre bébé est traumatisé par ce qui s'est passé.
Après, donc, je me suis séparée de son père, j'ai pris mon enfant, je me suis battue, j'ai quitté ma ville, j'ai changé de ville, j'ai cherché un appartement avec mon enfant. Bon, j'ai eu des aides et tout ça, pour des appartements et tout, mais bon, et j'ai tout fait pour la protéger. Et de donc, quoi de son père, de partir loin, et puis donc je l'ai élevée seule au début, et après, donc j'étais en couple avec une femme. Elle avait 6 mois, et donc on l'a élevée à 2. Voilà. On a élevé jusqu'à quel âge? De 6 mois à 5 ans. Elle avait 5 ans, et après encore séparation avec mon amie, donc c'était une femme. Hein. J'ai entendu. Et là, moi, elle m'a toujours dit, quand j'ai parlé de la séparation avec cette femme, ma fille m'a toujours dit, quand je lui en parlais, je lui disais, ça t'a fait quelque chose, tu es malheureuse qu'on se soit séparés, moi et mon amie, donc. Et elle me disait non, elle m'a toujours dit non, pendant longtemps. Et là, à un membre de ma famille, ils lui ont posé la question, et elle a dit qu'elle a été très très malheureuse et qu'elle n'a pas supporté la séparation, notre séparation. Elle ne la revoit plus? Pendant des années, elle n'a plus revu. C'est-à-dire, mon amie ne s'occupait plus de mon enfant, quoi, de ma fille. Plus aucune nouvelle, rien. Elle apprenait pas pendant les week-ends et tout ça. Et non, bon, là, j'ai eu contact avec elle il n'y a pas très longtemps, mais ça s'est mal passé. Donc, entre vous et elle ou entre moi et elle, oui. Et il y avait ma fille qui était présente. Alors qu'on s'était pas revu depuis. Oui, depuis 7 ans. Voilà. Et là, j'ai pas compris là pourquoi elle s'en prenait à moi, donc mon ex. Pourquoi elle s'en prenait à moi devant mon enfant, qu'elle tenait des propos devant mon enfant. Enfin bon. Et là, il y avait pendant ces années là une grande complicité entre mon amie et ma fille. Très très grande complicité, une entente parfaite, quoi. Beaucoup de liens, beaucoup d'autorité, il y avait tout ça, quoi. Et ma fille ne venait pas à moi, pas de bisous, voilà, elle venait pas dans mes bras, voilà. C'était tout sur mon amie, tout. Elle donnait tout, et moi j'en souffrais. Ça devait pas être simple pour vous? J'en souffrais, et j'en ai parlé à mon amie. Oui. Et par un moment, mon amie, elle se rendait pas compte, hein, parce qu'elle n'a pas d'enfant et elle peut pas en avoir. Mais bon, je pense pas que ça vienne de ça, mais j'en ai parlé de ma souffrance à mon amie, et elle me dit oui, c'est vrai, vous faites pas de bisous, vous vous prenez pas dans les bras, c'est pas normal, tu es sa mère et tout. J'ai dit oui, mais elle est constamment sur toi, comment tu veux, elle vient pas, moi j'essaye de la prendre, elle veut pas. Je prenais ma fille pour lui faire des bisous, elle voulait pas. J'en ai souffert longtemps, oui, pendant des années. Et j'existais pas, quoi. J'étais à côté, j'existais pas pour ma fille. Pendant des années. Oui, la relation a été toujours un peu difficile avec elle, finalement. Non. Bah oui, oui. Différemment, mais... À 4 ans, elle a déjà été agressive envers mon amie. Elle était, pendant le repas, on était à table, et mon amie lui sert son repas, et ça lui a pas plu à ma fille. Elle avait 4 ans. Et elle a pris sa fourchette et elle lui a jeté au visage. Oui, mais enfin, ça peut arriver d'enfants de 4 ans, dans la pulsion, ils peuvent jeter l'assiette par terre, ils peuvent faire des choses comme ça. Mais elle pouvait avoir des grands moments, vous dites, de tendresse aussi avec votre amie. Ah oui, énorme. Non, ce que je veux dire, c'est que il y avait comme une distance ce qui vous faisait souffrir entre vous et votre fille. Vous ressentiez beaucoup d'amour pour elle, et comme si vous aviez l'impression que votre fille vous tenait à distance. Voilà. Et aujourd'hui, finalement, vous voulez aller vers elle. Enfin, vous savez pas. Il y a toujours eu une difficulté à aller l'une vers l'autre. Voilà. Et alors, ça s'accentue parce qu'elle arrive à un âge où elle va naturellement vouloir prendre de la distance par rapport à vous. Oui. Alors là, elle accentue le mouvement. C'est-à-dire qu'elle devrait encore à 12 ans, elle n'est pas.
Ah oui, elle devrait encore normalement. On n'est pas là. Elle franchit. Elle va. Elle me fait des Elle crises. va trop vite là. Elle va trop vite. Oui, Hein. elle me dit non, j'ai pas besoin de toi. Surtout, tu viens pas me chercher au collège parce que je me sauve. J'ai pas besoin de toi. Je suis avec mes potes et mes copines. Oui, non, mais Voilà. elle veut jouer à l'adolescente, à ce qu'elle n'est pas encore. Elle se maquille. Mais en même temps, oui. elle semble assez sans repère. Elle semble, alors qu'elle aurait vraiment terriblement besoin de ça, d'être contenue. Oui. Alors je reçois un message en disant, elle a besoin de prendre de la distance avec vous, et c'est vrai que cette agressivité, ça cache vraiment un très grand mal-être. Ah oui, c'est certain. Certain. Il faut, c'est impératif, vous le voyez. À la fois, moi, je pense effectivement, vous avez bien fait de mettre en place ce suivi éducatif. Là, il faut que ça soit mis en place au plus vite. Oui, les psychologues. Et un suivi psychologique. Oui. Ça serait bien qu'il y ait des hommes dans le circuit. Mais il y en a pas. Non, mais des hommes, certainement avec un éducateur ou avec un psychologue, enfin, vous voyez, qu'il y ait des référents hommes, là. Oui, et elle veut pas, même elle, quand elle dit j'en veux pas. Oui, non, mais attendez, à un moment, c'est pas elle veut pas. Voilà. C'est-à-dire que il est temps là d'intervenir. Elle a 12 ans. À 12 ans, il est possible de faire des choses beaucoup plus que quand si votre fille avait 18 ans ou 20 ans. Vous voyez, on peut pas là prendre l'enfant par la main et dire tu vas consulter. On peut plus. À 12 ans, on peut le faire. Bien sûr. Dire bien sûr. c'est comme ça. Moi, je le fais, c'est comme ça. Et puis, alors, quand je parle, c'est pareil. Elle me diminue complètement. Devant ses copines et tout. Maintenant, Alors maintenant, je vais vous dire aussi ce qui serait important parallèlement à la thérapie qui serait proposée à votre fille. Il me semble qu'un travail pour vous serait important. Oui, on me l'a dit ça aussi. Oui, et je compte le faire. Je le reconnais. Parce que ce travail fait avec votre fille et avec votre collaboration également permettrait un peu de sortir de cette ornière, à mon avis. Oui. Vous voyez, parce que si on ne fait un travail qu'au niveau de l'enfant, les difficultés relationnelles qui sont en jeu et qui sont complexes risque de réapparaître. Exactement. Oui. C'est-à-dire que bien sûr que ça sera bénéfique, ce qui sera mis en place pour votre fille, mais en même temps, il y a aussi quelque chose à votre niveau qui pourra aussi vous permettre d'avancer. Oui. Également. C'est-à-dire quand un enfant traverse des difficultés, il est également important de proposer une aide, un soutien, une assistance aux parents. Et alors il y a des parents qui le refusent et c'est dommage parce que suis pour, hein. c'est dommage parce que c'est vraiment mettre toutes les chances de votre côté pour vraiment sortir de ce mauvais pas là. J'en ai parlé, je compte le faire, me faire suivre moi aussi j'ai énormément à dire, à parler. Oui, mais ça s'entend. Oui, ça s'entend. Oui. Donc, c'est-à-dire que l'une et l'autre, comme ça, vous allez pouvoir un peu déposer des choses et finalement ajuster un petit peu. Votre fille, elle va pouvoir, dans l'espace de sa thérapie, déverser au fond toute cette agressivité. Qu'elle a en elle, tout ce mal-être. Donc moins être agressive vis-à-vis de vous. Vous allez pouvoir aussi déverser votre angoisse, cette peine, cette culpabilité aussi, parce que c'est toujours très culpabilisant en tant que parent quand c'est inévitable, c'est inévitable, Sophie. Je m'en veux de l'avoir laissé aller ce soir-là chez la copine en croyant et de lui avoir fait confiance. Mais Sophie, vous savez, en même temps, vous lui avez fait confiance et c'est aussi important dans une éducation de pouvoir faire confiance et vous savez, vous auriez pu aussi vous dire tu ne sors pas.
Oui. Hein, tu ne sors pas, je t'interdis de sortir. Et puis, elle aurait fait le mur, comme on dit. Ben voilà, il y en a d'autres qui le faisaient. Hein, Voilà. C'est-à-dire, il y a aussi des éducations très restrictives, très strictes comme ça, Voilà. où finalement, en apparence, c'est l'enfant comme ça qui bouge pas d'une oreille, mais bon, qui fait les 400 coups à côté. Ben voilà, Hein, voilà. Donc, mais je comprends que vous vous en vouliez parce que à ce moment-là, vous dites j'ai pas su la protéger. Voilà, Bon, dans les faits, il y a aussi beaucoup de choses. Il y a aussi la personnalité de votre fille. Il y a toute une histoire. Il y a pas que vous qui êtes en cause. Et c'est pour ça que le fait de pouvoir vous être soutenu va vous aider aussi un peu de vous défaire de cette culpabilité. Et à partir du moment où il y aura moins ce poids de la culpabilité, vous pourrez mieux aider votre fille. Parce que la culpabilité, c'est écrasant. Ça fait que du coup, vous êtes vous redoublez de protection. Et plus vous allez redoubler de protection, plus ça va l'accabler, l'oppresser, plus elle va se défendre. Enfin, on n'en sort pas. Et là, je me dis, au début, je culpabilisais. Là, je me dis, est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que c'est pas de ma faute? J'en suis là. Je crois que c'est plus complexe que ça. Et est-ce que c'est de ma faute si elle est comme ça? À cause de quoi elle est comme ça? C'est plus complexe. Vous d'abord, vous êtes, vous êtes seul à l'élever. Il y a son père n'est pas présent. Il y a aussi comme dit Cathy, à travailler du côté de l'image paternelle. Il y a First Lisa qui dit il y a peut-être un problème aussi au niveau des repères. Mais il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte. Il y a le subversif qui dit il faudrait de l'élasticité, de la fermeté, du sang-froid, une consultation pour elle, pour vous deux ensemble, puis pour vous seul, voyez. Mais vous savez, à 12 ans, la personnalité est encore très plastique et franchement, rien n'est joué. Vraiment. C'est ce qu'il faut vous dire. Donc il faut mettre en place, c'est maintenant, parce que c'est vrai qu'après, dans l'adolescence, ça peut vite basculer dans des conduites plus... chez les jeunes filles, c'est des premiers signes des fugues. Hein. Donc il faut être vigilant. Les filles fuguent beaucoup plus que les garçons. Donc les fugues, après il peut y avoir des conduites addictives, il peut y avoir... Donc mettre en place vraiment toutes les structures appropriées. Et puis, faire ce travail, et il n'y a pas de raison que la situation n'évolue pas favorablement. Oui, j'espère la sortir de son mal-être et vraiment retrouver mon enfant, parce que je la reconnais plus, moi. Par un moment, c'est une période difficile, oui. On s'était retrouvés, moi j'étais une femme heureuse, ma fille était heureuse et j'ai cru qu'elle était heureuse. Alors qu'elle il faut tenir, vous savez, c'est ce qui est très difficile pour les parents dans ces périodes-là. C'est en cas il y a des périodes comme ça de grosses tempêtes et il faut tenir le cap, parce que c'est ça, c'est-à-dire que ils viennent, ils vous agressent, et il faut tenir bon et il faut résister aux coups je veux dire moraux, j'entends pas, il ne doit pas y avoir de violence physique, mais voilà, il faut tenir bon. Donc c'est là où un soutien psychologique est important. Et là je tiens, mais j'ai beaucoup pleuré la première semaine quand on l'a retrouvée. J'ai beaucoup pleuré. Là, je pleure plus, mais il y a des moments durs quand elle me parle durement comme ça et qu'elle est agressive. Et puis elle a déchiré mes photos le soir que je l'ai ramenée. Elle a déchiré mes photos, elle les a mises à terre. Par terre. C'est un punching ball, c'est une façon de Mais je vous dis, dans l'espace d'une thérapie, elle pourra. Et c'est bien que l'agressivité s'exprime. Allez, et vous aussi, vous pourrez aussi exprimer tout ce qui est de l'ordre de la culpabilité. Donc vous allez avancer toutes les deux. Bon courage. Je vous remercie, Caroline. Merci beaucoup pour vos émissions et merci pour ce soutien que vous m'avez donné ce soir. Et vraiment, ça me fait du bien et pour moi et pour mon enfant. Et, tant mieux. Et moi, ça me fait beaucoup de bien. Ce que vous m'avez dit, donc et puis voilà, tout le suivi va être mis en place. Oui, c'est important. Et j'espère que ma fille va s'en sortir. Oui, il y a des périodes comme ça, et je vous assure, ça ne préjuge vraiment en rien de l'avenir. Hein. Il y a eu des débuts d'adolescence très tourmentés, et après ça fait des jeunes gens et des jeunes femmes qui vont très bien. Et j'aurais voulu connaître des mamans qui justement qui ont des ados. En difficulté, qui vivent des crises d'adolescence. Il y aura peut-être des réactions d'ici 1 heure au 39-21. Je vous remercie beaucoup. À votre témoignage, donc restez à l'écoute. Oui, je vous remercie beaucoup. Au revoir, bonne Sophie. Soirée, au revoir. Au revoir. Au revoir. Toute
confidence à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. First Lisa dit joliment, qui dit il faut que cette maman soit le roseau pendant la tempête. Et oui, ils plient, mais ils ne seront pas facile, hein, parfois, mais elle va y arriver, Sophie. Allez, on accueille maintenant. J'avais aussi ici des messages. C'était clairement Vaude qui dit peut-être effectivement un suivi psychologique avec un homme. Cette toute jeune fille a peut-être besoin d'un référent homme qui la respecte et qui mette des cadres. Et puis il y a Valérie du Pas-de-Calais qui dit « Oh, j'ai eu moi aussi ce problème. C'était moi qui causais bien du souci à ma maman. Nous avions à l'époque des rapports houleux. Je voulais la provoquer. Je ne comprenais pas ce que je faisais. » Il y a évidemment un manque de dialogue entre vous, un autre adulte que vous pourrez peut-être lui parler et surtout l'écouter. Oui, il faut avoir recours à des tiers dans ces cas-là. On accueille Leslie. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Leslie. Déjà dans un premier temps, je voulais vous remercier parce que c'est pas la première fois que je passe en fait. Oui. Je vous avais contacté parce que j'avais de gros problèmes avec mon père et j'avais témoigné parce que pour résumer, en fait, mon père a fait souffrir ma mère et du coup je me sentais à devoir la venger en fait, et donc ça compliquait mes rapports avec les hommes. Oui. Et le soir où je vous avais appelé, en fait mon père m'avait appelé parce qu'il voulait reprendre contact, et comme moi il m'avait abandonné, je considérais qu'il m'avait abandonné en quittant le domicile conjugal, et notamment parce qu'il ne m'aidait plus financièrement. Moi je trouvais ça trop facile pour lui de réapparaître comme ça dans ma vie. Oui, je me souviens. Donc ça m'a fait du bien en fait de réécouter l'émission. J'ai réécouté plusieurs fois en podcast. Oui. Ça fait du bien en fait d'entendre en fait les conseils, et puis à chaque nouvelle écoute, je sais pas comment vous dire ça, je retenais des choses différentes en fait. Déjà je vous entendais me parler, je m'entendais moi-même parler. Et ça m'a vraiment aidé à avancer. En tout cas, par rapport à mon père, je vais beaucoup mieux. C'est-à-dire, dans quel sens ça vous a aidé à avancer quelle est la relation aujourd'hui? Comment, par rapport à lui Je n'ai plus de haine parce que j'avais vraiment beaucoup de haine à son égard. Et je ne voulais pas reprendre contact. Et vous aviez insisté pour me dire pas qu'il fallait reprendre contact, mais c'était trop facile pour lui justement de ne plus avoir de contact. Et en fait, voilà, la phrase que j'avais retenue, c'est celle-là d'ailleurs que j'ai réécoutée plusieurs fois, c'était que je le cherchais dans tous les hommes que j'essayais de rencontrer. Et donc c'était peut-être mieux d'aller à sa rencontre, enfin de lui parler au lieu de le chercher dans tous les hommes, parce que la phrase que vous avez dit, c'est que je n'avais de cesse de le chercher, en fait. Et voilà, je voulais vous dire que j'avais apprécié en fait l'écoute que j'avais eue ce jour-là. Et par rapport à ça. Maintenant, la raison pour laquelle je vous appelle, c'est que je pensais que c'était la seule raison pour laquelle j'avais un mal-être en moi. Mais je me rends compte qu'il n'y a pas que ça, en fait. Je pensais que ma difficulté, la solitude que je ressentais, c'était par rapport au manque d'amour que je pensais percevoir de la part de mon père. Mais alors, je ne dirais pas que ça s'est réglé totalement par rapport à mon père, mais j'ai plus de haine, parce que cette haine-là, elle m'empêchait vraiment d'avancer. Mais comment vous dire, je suis dans ma chambre de 9 mètres carrés. Je fais tout pour rester le maximum de temps au boulot, parce que quand je rentre chez moi, je me sens vraiment très seule. J'ai je sais pas comment vous dire, j'ai un manque affectif qui est tel que je suis obligée de prendre des médicaments pour pouvoir dormir, en fait.
Je voudrais en fait pousser un cri parce que j'aimerais tellement arriver à être heureuse en fait. Je me demande pourquoi je n'arrive pas à supporter le fait d'être seule affectivement, même si je n'ai pas une personne qui m'aime, mais j'ai beaucoup de mal en fait. Alors déjà, quand vous dites, vous parlez de votre situation, vous retrouvez dans un logement exigu, 9 mètres carrés, c'est déjà pas facile, c'est pas agréable comme environnement. Ouais. Ça joue aussi, les conditions matérielles. Ça joue beaucoup. Et justement, vous en parliez de votre père qui, en partant, vous avez laissé dans des conditions de vie difficiles. Quand il voulait, au fond, vous revoir, est-ce que vous l'avez rencontré depuis ? En fait, il est en Afrique, donc je l'ai pas. Oui, je me souviens de ça. Donc vous n'avez pas pu le revoir. Vous êtes reparlé au téléphone. Oui. Est-ce que vous lui avez parlé de votre situation en disant que pour vous finalement c'était compliqué parce que il pourrait aussi participer, vous donner une aide. Bon, on va continuer à en parler après le journal. Restez avec nous. C'est la deuxième heure de votre libre antenne. Nous sommes en direct comme tous les soirs jusqu'à 1h10, heure à laquelle vous retrouverez Taratata pour un spécial rock ce soir. Et oui, Sergio, il y aura Bertignac, donc ça va déménager. Vous avez raison. Vous allez pouvoir danser jusqu'au bout de la nuit, jusqu'au bout de Taratata en tout cas. Mais pour l'heure, vous avez la parole au 39 21. Vous pouvez également nous faire part de toutes vos réactions par internet sur le site europe1.fr ou avec vos messages au 7 10 25 en les commençant par le mot nuit. Et nous allons tout de suite retrouver Leslie. Alors Leslie, vous nous parliez donc vous de votre père. Vous lui en vouliez beaucoup parce que vous considériez que comme il avait fait souffrir votre mère, vous vous étiez donné un peu la mission de devoir la venger. Oui. Et nous étions parlé déjà une première fois puisque votre père vous avait appelé et vous ne souhaitiez pas lui parler. Mais vous aviez une relation assez chaotique avec les hommes parce que vous aperceviez qu'au fond, à chaque fois, il y avait avec eux, vous cherchiez un peu, c'était toujours un peu le même type d'homme, vous cherchiez cette image de père et à chaque fois ces hommes vous décevaient. Alors vous dites qu'aujourd'hui, vous avez moins de haine vis-à-vis de votre père, mais toujours une difficulté, une impression de vide à l'intérieur de vous. Et quand même, vous aviez dit aussi au Standard une difficulté à construire une relation avec un homme. Oui. Alors, vous dites, vous restez tard au travail parce que c'est difficile pour vous de rentrer chez vous. Déjà, vous habitez dans un 9 mètres carrés, ce qui est pas très réjouissant, faut quand même bien le dire. Oui. C'est pas, pour le moment, c'est pas possible pour vous vous n'avez pas un salaire qui vous permet d'envisager d'habiter un logement plus grand. Non, parce que pour tout vous dire, en fait, je suis en stage de fin d'études.
Ah oui, effectivement. Oui. Donc, en fait, mais par contre, je suis dans une entreprise où ça se passe vraiment très bien et il y a possibilité que je puisse rester. Mais il faut que je tienne, en fait, que je tienne encore. Il me reste combien? Il me reste 6 mois. 6 mois à tenir avant d'avoir une proposition de CDI. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que quand je suis arrivée en France, mon père avait promis de m'aider financièrement. Et j'ai dû, alors que au Gabon, déjà, j'avais de très bonnes notes à l'école. Et je me suis dit que j'allais venir ici pour juste être étudiante, pas forcément pour connaître toutes les galères par lesquelles je suis passée, en fait. Et donc là, j'arrive au bout, enfin, et je me sens épuisée. Et je me sens, vous savez, comme si on a beaucoup boxé pendant longtemps et qu'après on se sent... Vous êtes KO. Là, je me sens vraiment sur la fin et je suis en train de donner les dernières forces que j'ai. Et ce qui me pèse vraiment, c'est que si j'étais dans une relation amoureuse, je me sentirais moins seule. Enfin, là, j'ai l'impression, parce que tout le monde dit que il faut d'abord être bien seul, etc. Mais j'ai l'impression que tous ceux qui disent oui, reste d'abord seul, la plupart ils sont en couple, les gens qui disent ça. Non mais c'est vrai parce que pas forcément, Leslie. Je vous assure. J'ai l'impression. Ouais. En tout cas, ils vous le disent peut-être parce que là ils sont en couple, mais ils ont peut-être une période où ils étaient auparavant seuls. Je vous assure que vraiment, moi je vous le dis, et il faut passer par une période, même pour être bien en couple, il est important de savoir être bien avec soi-même, d'être seul avec soi-même. Mais je comprends aussi ce que vous pouvez ressentir, c'est-à-dire que il y a des moments où la solitude peut être pesante et qu'on peut avoir besoin de réconfort et de soutien et de chaleur et de protection et d'affection. Bien évidemment, bien évidemment. Et comme vous dites, vous avez dû lutter beaucoup. C'est ça, quand vous parlez l'image de la boxe, c'est de devoir lutter. Quelle image, hein. Donc vous aimeriez un peu d'avoir quelqu'un à vos côtés qui prenne soin de vous. Exactement. Et ça, c'est complètement humain. Et il n'y a pas de raison que cela n'arrive pas. Alors, évidemment que je pourrais vous répondre, et ça sera un peu facile de ma part, de vous dire, prenez soin de vous. Mais il y a des moments où, alors vous me dites, oui, j'essaye de le faire, mais ça n'empêche que vous aimeriez bien que quelqu'un le fasse aussi. Et puis, vous voyez, j'ai une espèce d'angoisse à l'intérieur de moi, contre laquelle je ne peux lutter. Soit, je vais vous dire honnêtement, soit je prends des médicaments, soit je prends un verre. Donc, parce que c'est tel que je n'arrive pas, je me sens comme dans ma cage à lapin. Je sais pas comment dire, moi, ce à quoi j'aspire. Là, je sens que je vais avoir un avenir professionnel qui se dessine. Bon, ça c'est une très bonne chose. Mais moi, grâce à vous prête. aussi. C'est vrai, mais moi, je serais prête à troquer cela pour être dans une relation affective. Mais attendez, vous savez, Leslie, cet avenir professionnel qui se dessine et auquel vous avez considérablement participé, avec toute cette énergie que vous avez mise dans tout ce projet depuis toutes ces années, va vous ouvrir aussi des horizons. Parce que de possibles rencontres. Oui, mais forcément. Il va y avoir des perspectives qui vont s'ouvrir parce que déjà aussi vous allez vous sentir mieux. Ce qui dit un nouveau projet professionnel, vous allez pouvoir sortir de votre cage à lapin, comme vous dites. Vous créez, un environnement plus agréable, mais c'est important aussi. Mais c'est le temps d'arriver. En fait, j'ai l'impression que là, ça vous semble long. Ça me semble. Ça pourrait être. Quelles sont les perspectives, enfin le délai à peu près? Vous avez une idée? Mais parce que là, il me reste encore 6 mois de stage. 6 mois, ça vous semble long? Mais je saurais avant les 6 mois déjà.
je serais vraiment fixée, même si de jour en jour j'ai des... D'accord. Mais par rapport en fait, à ce que vous avez déjà fait, c'est bien sûr que ça vous paraît long parce que vous êtes fatigué en ce moment, donc vous aimeriez que ça aille plus vite, mais finalement, compte tenu de tout le parcours effectué, ça va passer assez vite, vous allez voir. mais je me sens pas aimable, en fait. Je sais pas comment dire ça. Je me sens pas... je commence de moins en moins à y croire, en fait. À croire à tout ce qui est amour, etc. Je veux dire, ça fait quand même 27 ans que je suis sur Terre et depuis tout ce temps, à part une histoire qui a été bien, les autres, ça a vraiment été chaotique. Oui, bah c'est pas la fin du monde non plus, hein. Mais ça me pèse, je sais pas comment vous dire. La dernière fois, j'ai une de mes copines qui m'a annoncé qu'elle était enceinte. J'étais contente pour elle, mais je ne pouvais pas m'empêcher quand même D'avoir un pincement au cœur. D'avoir un gros pincement, parce que moi, je donnerais tout pour... Mais oui, mais écoutez Leslie, vous vous rendez compte, vous avez 27 ans. Ça reste vraiment ouvert, quoi. Quand vous vous sentez pas aimable, comme vous dites, bon, il vous a manqué évidemment le regard de ce père sur vous. Mais je vous disais aussi, votre père, c'est votre mère qui l'a quitté. Alors évidemment, après, votre mère vous a associé à cela en disant, tu vois, il nous a abandonnés, vous avez porté sa souffrance et finalement. Ce père est devenu le père au nid, et du coup un peu par extension l'homme, les hommes. Oui. Et ça, même si bon, d'une certaine façon, vous êtes en train de vous apaiser, de vous réconcilier un peu avec lui, il y a des restes de cela. Les hommes, quand même, pour vous, c'est ceux qui peuvent abandonner, ceux qui peuvent trahir, ceux dont il faut se méfier. Et pourtant, c'est bizarre parce qu'en même temps, je ne désire que ça, quoi. Oui, mais consciemment, vous désirez cela, mais il y a une partie de vous qui, inconsciemment, vous dit méfiance. Oui. On ne peut pas vraiment leur faire confiance. Donc quand vous dites je suis pas aimable, je pense ne pas être aimable, c'est en même temps, peut-on leur faire confiance à cela ? Oui. Vous voyez, donc il y a la peur, sont-ils vraiment eux aimables, hein ? Vous voyez, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là. Mais comment faire alors pour apaiser ? Je pense que c'est quand même, je vous l'avais dit, Leslie, c'est quelque chose d'un peu, ça peut un peu se travailler quand même pour restaurer. En thérapie ? Ouais, un peu cette image-là, oui. Ouais, parce que je suis allée voir un thérapeute, ça s'est vraiment tellement mal passé. En plus, j'ai attendu ce rendez-vous 3 semaines. J'étais tellement déçue. C'était un homme qui était tout à fait froid. Je l'ai trouvé... en tout cas, ça m'a vraiment... Et après, j'ai eu 2 autres rendez-vous pour aller voir un autre psy. Mais cette fois-ci, une femme. Et 2 fois, ça a été un acte manqué. Je ne me suis pas levée le matin. Donc, je me demande en fait si je fais pas un blocage par rapport à la thérapie. Et je me trouve pas des raisons. Je sais pas. Alors c'est incroyable comme finalement, vous voyez, pour l'homme, vous attendez 3 semaines. C'est dans la réalité, c'est incroyable. Vous l'attendez, il vous fait attendre, et puis finalement, il vous déçoit. Et puis les femmes thérapeutes, vous les avez fait attendre. Oui, c'est amusant dans un sens. Ouais, là c'est vous qui avez eu une panne d'oreiller, un bel acte manqué. Oui. Bon, ça peut arriver, ça, c'est pas grave, ça ne vous empêche pas d'aller... Non, mais là, elle voudrait plus me prendre, ça, c'est sûr. Et pourquoi dites-vous ça ? Si. 2 fois. En plus, c'était un rendez-vous à 8h du matin. Donc, oui, c'est peut-être un peu tôt. Elles comprendront que, justement, c'est une façon de dire 8h. Non, c'est trop tôt. Je suis désolée, mais... Moi, je n'ose pas la rappeler. Mais si, les psys ont l'habitude, oui. Ah oui ? Oui. Ah. Bien sûr, oui. Mais c'est vrai quand même que je préférerais un homme.
Oui, Je sais pas si t'as le vous droit de faire ça. pouvez. Mais bien sûr que vous avez le droit. Et comment? Bien sûr, oui, mais vous pouvez bien sûr aller voir un homme, un thérapeute homme, et voir quelqu'un d'autre d'un peu moins froid. Oui, d'un peu moins froid, tout à fait. Oui. Mais en tout cas, ça fait toujours du bien de vous parler parce que je pense que je vais encore réécouter l'émission et pour voir un peu ce que vous m'avez dit parce que il y a vraiment des choses qui échappent. Alors il y a le subversif qui vous dit allez, il y a eu un rendez-vous manqué dans votre enfance qui a laissé un peu en chantier votre construction affective, mais l'ouvrage n'est pas condamné, il reste juste inachevé. Donc c'est à vous de poursuivre l'ouvrage et d'arriver à prendre un peu soin de vous, finalement. Il y a Lulu qui dit, allez, prenez courage, je suis de tout cœur avec vous. Donc, et puis il y a Osiris qui dit, nous sommes tous aimables, mais le problème, où est l'élu? Ah, ça, c'est à voir. Mais bon, après l'élu, je ne sais pas s'il y a un ou une élue. Donc, il y a Yves qui dit « J'ai vécu aussi dans une chambre encore plus petite, loin de ma famille, sans télé, sans radio, dans une ville où je ne connaissais personne. Et il faut en avoir du courage, croyez-moi. Il y a des moments vraiment très difficiles. Je suis sûre que vous allez pouvoir vous en sortir. Si vous voulez discuter, je veux bien. Allez, 6 mois, ça passe vite. Vous pouvez demander mon numéro de téléphone, dit Oui, je veux bien. Yves. On vous le donnera hors antenne. Oui. Parce que c'est bien d'avoir quelqu'un qui a un peu galéré et ça va me donner de l'espoir parce que les 6 mois là me semblent tellement longs. Il y a Clairement Vote qui dit allez, certains rêves se réalisent, d'autres non, mais comme dirait Stan Rougier, une porte se ferme, 2 autres s'ouvrent. Aimez la vie car elle veut être aimée. Et Lali qui dit vous êtes courageuse, intelligente, vous allez forcément faire de jolies rencontres, l'avenir est devant vous. Un autre message qui dit vous êtes jeune, la vie est devant vous, il faut voir d'un bon œil l'avenir, surtout positiver et ne vous fiez pas à tout ce que l'on a pu vous dire. Sabrina qui dit j'ai eu mon CDI après 2 ans alors elle met CDI, je crois qu'elle s'est répétée, ça devait être après 2 ans de stage peut-être. Mais là c'est formidable si après ce stage ça débouche sur un emploi. Il faut juste un petit peu patienter. Oui, exactement. Mais merci beaucoup aux auditeurs pour leur message. Merci. Et puis ne raccrochez pas, on va vous transmettre le numéro de téléphone d'Yves. Ah oui, mais oui, avec plaisir. Oui. D'accord. Yves, c'est celui qui fait les commentaires. Je ne crois pas. Non. Monsieur Cinéma, il ça fait longtemps intervient. d'ailleurs qu'on l'a pas entendu. Ah si, il est intervenu pour nous parler des femmes du 6e étage. Non, Monsieur Cinéma se consacre uniquement à son activité cinéma. Non. Il est très pointu dans ce domaine. Voilà, mais il n'intervient pas dans les autres domaines. Non, je ne crois pas. Voilà. Mais je voulais je ne pense pas. en profiter pour dire bon courage à la dame qui est passée juste avant. Oui, à Sophie. Oui, parce d'accord. qu'elle Merci a pour tellement elle. d'amour pour sa fille et qu'elle continue. Sa fille lui sera reconnaissante. Je pense que c'est qu'elle continue. Sa fille doit être. C'est de la provocation, je pense, mais l'amour d'un. C'est du mal-être, oui, surtout quand même. Hein. Merci beaucoup pour elle, Leslie. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Daniel nous envoie un petit texto 7 10 25 pour dire je pourrais être le papa de Leslie. Je ne vois plus ma fille depuis 8 ans, mais je n'ai jamais perdu espoir. Courage à elle. Et puis Ava, sachez que nous avons bien reçu votre message et que nous allons transmettre votre numéro de téléphone à Leslie. Bonsoir Françoise. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Votre émission, elle est merveilleuse parce que je pense que tout le monde s'y retrouve. Voilà. C'est suivant les cas, on se dit bon sang, mais il s'agit de moi. Et ce soir, c'est l'histoire de cette petite femme qui a beaucoup d'ennuis avec sa fille. Je Sophie. me retrouve aussi. Voilà. Merci d'avoir appelé parce que Sophie
attendez, je crois, elle l'avait dit d'ailleurs, des réactions. Je crois que ça va l'aider de Voilà, c'est savoir. pour ça que j'ai voulu le faire d'ailleurs, parce que plusieurs fois j'ai voulu prendre mon téléphone, et puis là, bon, c'est quelque chose de... un enfant, c'est quand même... c'est tellement affectif et ça pose tellement de problèmes à cet âge-là. Donc j'ai eu de gros problèmes avec ma fille. À partir de l'âge... disons 13 ans, elle a commencé à 13 ans, voilà. Et ça a été en s'amplifiant, mauvaise fréquentation, elle a commencé à fumer, elle a commencé à sortir, et puis un jour, je l'ai récupérée au poste de police, menottée au radiateur. Voilà, oui. Oui, ça a été quand même assez loin. Oui, elle était montée dans une voiture qui avait été volée. Oui. Donc, vous imaginez que, voilà, je savais pas comment réagir. Et puis j'avais une amie avec moi qui m'a dit, écoute, ne réagis pas mal, parce que elle doit être déjà suffisamment perdue et tu vas en rajouter une couche. Donc j'ai dit bon, d'accord. Donc je suis arrivée avec un sandwich. Et puis... C'est bien le réflexe des mamans, ça. Nourrir, mais en même temps, c'est un bon réflexe parce que dans un commissariat, c'est ça, il n'y a pas forcément de la nourriture. Non, et puis ça faisait un bout de temps en fait. J'étais aussi en colère après les policiers qui étaient venus la déloger de chez moi, alors que moi je n'étais pas là, mon mari n'était pas là. Ils l'ont ramassée, on peut dire les choses comme elles sont. Mais elle avait quel âge, oui? Elle avait 13 ans. Mais elle était 13 ans et menottait à un radiateur? Tout à fait, menottait à un radiateur. Donc on a eu un interview évidemment avec un inspecteur. Enfin, un interrogatoire plus exactement, voilà. Oui. Voilà, donc qui m'a pris au départ en me disant, bon, on fait ça parce que c'est la première fois qu'on la voit et que surtout, on ne veut pas la revoir. Donc on essaye de les impressionner. Oui, mais enfin bon. Moi, je veux bien. Oui, non, moi je voilà. Je suis pas pour ce genre de méthode. Voilà, moi non plus. Non. Donc j'étais quand même assez en colère. Non. Donc, mais d'ailleurs aussi bien pour des adolescents que pour des adultes, et alors particulièrement pour des si jeunes, pour des si jeunes adolescents. Donc à partir de là, il lui a fait la morale, bien sûr, devant moi. Donc moi je voulais bien. Bon, j'ai écouté. Et à un moment donné, il lui a dit si je te revois, tu auras une fessée. Là, j'ai trouvé que vraiment, il insistait vraiment beaucoup. Ça n'a pas de sens. Je lui ai dit. Écoutez, on va arrêter là. On ne donne pas une fessée à une jeune fille de 13 ans. Enfin, tout à fait, absolument. Surtout que, bon, elle n'était pas... disons que je pense que elle était plutôt perdue. Bon, elle était extrêmement agressive, il faut dire. Elle était agressive envers moi. Il n'y avait que son père qui la tenait plus ou moins. Mais ça l'empêchait pas quand même d'aller un peu à droite et à gauche, et on avait beaucoup de mal à la suivre, mais vraiment beaucoup de mal, tout en lui laissant plus ou moins la bride sur le cou, parce qu'on n'a pas voulu non plus. On s'est dit qu'elle allait fuguer, voilà, en gros. Un petit peu le cas de la petite. On s'est dit qu'il fallait la laisser un tout petit peu, tout en surveillant. Donc son père surveillait beaucoup, parlait beaucoup avec elle. J'ai parlé aussi, mais moi, elle ne m'écoutait pas. Elle était totalement agressive vis-à-vis de moi. Je pense que c'est les rapports mère-fille qui... mes amis m'ont dit que j'avais beaucoup de patience à cette époque-là, mais je pense que c'était la seule chose à faire. Son anniversaire de ses 13 ans, je lui avais offert une paire de boucles d'oreilles, elle me l'a envoyé à la figure. Vous voyez, donc l'agressivité était bien là. Oui. Et puis, ma foi, elle a rencontré un garçon. Et à partir de là, qui était plus âgé qu'elle, qui avait, il avait 4 ans de plus qu'elle à l'époque, qui était plus ou moins perdu aussi, un petit peu à la rue, avec des parents qui s'occupaient pas de lui, et elle me l'a ramené à la maison. Donc on s'est regardé avec mon mari, et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait. Et on a adapté ce garçon. Donc on s'est retrouvés en fait avec un grand ado et une petite ado. Donc elle avait 14 ans à l'époque. Et puis à partir de là, elle a changé totalement. À partir du moment où ce garçon a été chez vous finalement. Oui. Vous l'avez accueilli.
Voilà. À partir de là, lui, on l'a repris en main. C'est un garçon qui dessinait très bien, qui avait été mis en mécanique, alors que, bon, il n'avait rien à faire là-dedans. C'était un garçon qui avait des dons. Donc, on l'a poussé à à reprendre des études, ce qu'il a fait. Elle, de notre côté, qui ne faisait plus rien du tout à l'école, alors que c'était une excellente élève, elle a repris des études parallèles. Elle a recommencé. Elle s'est remise dans le bain. Un matin, elle est arrivée, elle nous a dit bon ben voilà, je sais ce que je veux faire. Je vais repasser mon bac et puis je vais rentrer dans le commercial. Donc elle est rentrée dans le commercial. Elle a travaillé, je peux dire, énormément. Elle s'est repris en main. Elle a repris toute sa vie. Ils sont restés 5 ans ensemble. Au bout de 5 ans, c'était fini parce que ils avaient passé une adolescence qui n'en était plus une. Donc ils avaient peut-être plus rien à se dire non plus. Oui. Donc chacun a suivi son chemin. Elle a continué. Pour vous faire court, elle est maintenant, elle est DRH d'une société. Vous voyez. Oui. Voilà. Donc je dis ça pour rassurer la petite parce que elle s'est pris en main non seulement, je vous passe parce que son père est décédé, malheureusement on a été dans des ennuis énormes, c'est elle qui a tenu toute la famille à bout de bras. C'est-à-dire qu'elle travaillait, en plus de ses études, elle s'est remise à travailler parce qu'il fallait rentrer de l'argent. Moi je ne travaillais pas, donc il a fallu que je retrouve du travail à 43 ans, c'était pas évident. J'en ai retrouvé. Elle a repris des études de nouveau. Elle est repartie en université pour pouvoir continuer ce qu'elle voulait faire. Et elle y est arrivée. Donc, il ne faut jamais désespérer. Et je pense que si elle arrive à avoir quelqu'un qui peut parler avec cet enfant, il faut pas rompre surtout le dialogue. Je pense que c'est le dialogue qui est plus important. C'est toujours ce qui est essentiel et c'est en même temps ce qui est problématique parce que on voit bien et pourtant, ce que vous avez fait, j'imagine beaucoup de parents qui vous écoutent doivent se dire qu'est-ce que j'aurais fait à votre place, parce que accueillir ce garçon chez vous, au fond, alors que ça fait peur, c'est ce que disait d'ailleurs Sophie, et au fond, ce garçon qui pouvait être perçu comme une menace, qui lui-même était perdu, et au fond, ce garçon, vous dites, il était perdu, mais il était en fait gentil, et tout ça, il avait besoin d'être mis un peu sur les rails. Et à partir de là, tout a changé du tout au tout. Et c'est intéressant parce qu'on voit souvent à cette période-là où les enfants sortent de la relation fusionnelle avec leurs parents, et il y a quand même cette perte du paradis perdu, de ces premiers temps, de cette relation d'amour avec les parents, et ils vont le retrouver ailleurs dans leurs premières amours. Tout à fait. Alors évidemment, après tout dépend qui va être le premier amour. Alors et on comprend que les parents s'inquiètent, mais il y avait de quoi s'inquiéter. Mais je comprends, bien sûr, lui avait déjà un parcours. La police y connaissait bien. Vous voyez. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils sont intrinsèquement mauvais. Vous voyez, vous nous le dites bien à travers ce parcours. C'était lui-même un jeune homme un petit peu perdu et qui avait besoin d'un cadre que vous avez pu apporter. Bien sûr, il s'est marié depuis, il a 2 petites filles, il continue et il fait du dessin de parfums, etc., de flacons de parfums. Et j'ai tous les ans ses vœux, tous les ans, il nous souhaite ses vœux à moi, à ma fille, à mon fils, vous voyez. On a été très très critiqués, très critiqués d'avoir. J'imagine. Oui. Tout le monde nous a dit que, vraiment, c'était de la folie, qu'on entretenait, entre parenthèses, des relations comme ça, alors qu'elle était quand même très jeune. Et puis, finalement, ça s'est révélé positif, et je pense qu'on a bien fait. On a tout à fait bien fait, parce que la relation est morte d'elle-même.
Bon, mais c'était assez logique. Oui. Ils sont partis chacun de leur côté. Ils ont fait leur vie chacun de leur côté. Ils ne se sont pas oubliés. Ils ont toujours... Moi, j'ai eu beaucoup de mal à le voir partir parce que je m'étais attachée à lui. Oui, je comprends. Oui, bien sûr. Oui. Voilà. Oui. Mais il n'a pas supporté la mort de mon mari. Je crois surtout que c'est là où ils se sont vraiment quittés parce qu'elle a pris les choses en main. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui prend toujours les choses en main. Dieu sait que là, maintenant, elle m'aide parce que je suis seule et que elle sait que je suis un peu fragilisée. Donc, elle est toujours à mon écoute. Elle est toujours. J'ai des nouvelles d'elle pratiquement tous les 2 jours. Le samedi, on se voit. Vous voyez, elle est très attentive, très très attentive. Alors c'était un enfant avec qui je ne pouvais pas parler et qui était odieuse, mais vraiment odieuse. Toutes mes amies qui l'ont connue à cette époque-là m'ont dit, mais mon Dieu, quoi. Oui, comme quoi ça peut vraiment se retourner. Mais c'est vrai, il y a un message qui arrive là qui dit merci pour ce beau témoignage. Je suis dans une situation similaire avec ma fille de 13 ans et vraiment ça m'apporte beaucoup d'espoir. Et il y a First Lisa qui dit finalement ce garçon vous l'avez recueilli un peu comme un oiseau tombé du nid. Hein, et bon, il a pu comme ça s'envoler grâce à vous. Oui, il a été appelé au service militaire. Il voulait pas le faire, bien sûr, parce qu'il était rebelle. Mon mari, qui est un ancien militaire, l'a poussé en lui disant tu vas voir, tu vas connaître d'autres choses. Donc il y a été contraint et forcé, mon Dieu. Et puis finalement, il a fait un excellent parcours parce on l'a mis vraiment dans les paras. Oui, lui qui était contre l'armée, oui. Voilà, oui, tout à fait, oui. Mais vous savez, ceux qui arrivent avec une croix rouge au derrière, en général, on les met dans des situations assez difficiles. Or, il a fait tout à fait le poids. Donc, vous voyez, c'est un garçon, j'ai une grande tendresse pour lui, d'ailleurs. Ça s'entend. Voilà, c'est resté un peu comme mon fils, quoi. Je l'ai pris un peu comme mon fils. Il m'a aidé beaucoup, d'ailleurs aussi lui, parce que tout ce qui pouvait se faire à la maison, lui le faisait. Il a aidé mon fils qui commençait, lui, sa période. Il avait 2 ans d'écart avec sa sœur. Il commençait un petit peu son adolescence. Donc il a aidé un petit peu mon fils en lui disant tu fais pas ceci, tu fais pas cela. Parce que tu vas te planter. Donc pour lui ça a été très bon, pour mon fils ça a été excellent. Ça lui a évité certainement une adolescence aussi difficile parce que son père était en train de mourir, donc il n'avait plus de guide. Et il a eu ce garçon qui l'a aidé. Donc vous voyez, et elle, ça a été vraiment... Elle s'est assagie totalement. D'ailleurs... Mais vous avez été des tuteurs, finalement, à la fois pour ce garçon et elle. Et comme dit, là, je reçois un message du Subversif, il dit vous avez apposé votre bienveillance sur le bouillonnement fécond de votre fille en acceptant le garçon et en admettant qu'elle s'émancipe. Et ça a été une belle réussite. Oui. C'est ça, parce qu'au fond, en acceptant aussi le garçon, vous acceptiez qu'elle prenne une certaine distance par rapport à vous, tout en veillant sur eux. Et comme dit Cathy, vous avez aussi osé la transgression, quitte à vous attirer des reproches de l'entourage, évidemment, de dire mais c'est aussi ce qui vous a rapproché. Et Brigitte ajoute, ça montre aussi l'efficacité de faire confiance. Sophie disait, peut-être j'ai eu tort, c'est important aussi la relation, nécessité de pouvoir garder la confiance plutôt que d'être dans la défiance. Tout à fait. Il faut quelque part leur faire confiance. Quelque part, il faut se dire que ces enfants-là ont des ressources et il ne faut pas avoir peur. En fait, je crois que c'est la peur qui tue le dialogue. Voilà. Oui, qui tue beaucoup de choses et c'est vrai que de toute façon, de façon générale, quand on commence à avoir peur de la jeunesse, de sa jeunesse, c'est toujours très problématique. Quand on commence à avoir peur des jeunes et quand on véhicule une image des jeunes dangereux ou des jeunes qui sont délinquants, ça pose problème. Alors que les jeunes ont toujours beaucoup plus de ressources qu'on ne le pense, de façon plus globale. Absolument. Et c'est ce qui s'est passé. Et je vous dis, ça s'est merveilleusement passé parce que si elle n'avait pas été là après la mort de son père, je ne sais pas ce qu'on serait devenus, son frère et moi.
parce qu'elle a pris en charge sa mère, elle a pris en charge son frère, qui n'avait pas encore terminé ses études, donc qui était en pleine... Là, il était un peu perdu et il réalisait pas du tout la situation. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec, à l'époque, 120 francs sur le compte. Vous voyez, c'est vous dire à quel point le compte était à plat et qu'on n'avait plus rien devant nous à part la maison où on habitait. Donc il a fallu tout reprendre à zéro et c'est elle qui a pris les choses en main. Vraiment. Oui, comme quoi. Voilà, c'est pour ça que merci beaucoup, vous qui disiez, Françoise, jusque-là, vous n'aviez jamais appelé. Vraiment, je vous remercie beaucoup d'avoir appelé ce soir. Oui. J'ai eu souvent envie d'appeler. Là, elle m'a fait mal au cœur parce que je me suis dit, bon, on la sent perdue, on la sent... Il n'y a pas d'homme. Moi, j'ai eu la chance d'avoir mon mari, quand même, qui a été effectivement... Mais ça peut aussi... vous savez, on peut aussi élever, même si le père n'est pas présent, il peut exister d'une autre façon, même s'il est défaillant pour de multiples raisons. On peut quand même le faire exister dans le discours, on peut restaurer... Enfin, bon, le père peut ne pas être présent pour différentes raisons et malgré tout, il est possible de le faire exister. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'homme que l'enfant va forcément aller mal. Absolument, oui. Et puis avoir une image paternelle qui exactement, soit autrement. Oui, tout à fait. Donc en tout cas, j'espère que Sophie vous a entendu parce que c'est vrai que ça fait du bien. Vous avez, j'espère lui avoir fait du bien, mais il y a First Lisa, il y a Coco, Sergio qui disent ça fait du bien de vous entendre et cette générosité qui émane de vous et de votre témoignage. Merci beaucoup, François. J'espère qu'on aura l'occasion de vous entendre d'autres fois. Écoutez, la prochaine fois, je n'hésiterai pas à prendre l'appareil. Avec plaisir. Au revoir, je vous embrasse. Bonne soirée. Au revoir. 39 21 34 centimes la minute. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Bonsoir. Donc, écoutez, moi c'est la première fois que je passe à l'antenne, que tout ça, donc je suis peut-être un peu ému, mais bon, en tout cas, je me permettais de vous appeler pour vous faire part un peu de ma situation aujourd'hui, qui est, sur laquelle je suis un peu ambivalent dans ma décision, à savoir que, en fait, je partage ma vie avec ma femme. On n'est pas mariés, je tiens à le dire. Depuis une dizaine d'années, on a eu une petite fille qui a 7 ans, et il est vrai que notre relation est assez chaotique quand même depuis ces années-là. Pourtant, on se connaît depuis longtemps, depuis qu'on est tout jeune. C'est-à-dire, vous vous connaissez depuis quel âge ? En fait, on a vécu une petite histoire d'amour quand on était jeune, quand on avait 15-16 ans. Oui. Et puis, ça avait été des moments formidables pour elle comme pour moi. Et puis après, on s'est un peu perdu de vue, moi pour des raisons plus familiales que... Voilà, et puis on s'est retrouvés, on s'était pas vraiment oubliés non plus, pour être franc, et on a décidé de faire un petit bout de chemin ensemble. Ça s'est bien passé au début, et puis ça a vite tourné un peu au vinaigre quand même, quoi, avec des disputes assez récurrentes, etc., avec on s'est quittés, on est revenus, enfin vous voyez, c'est un peu le cliché, mais bon, sans avoir la capacité à ce moment-là de prendre une décision, de trancher dans le vif et de se dire... de se dire, on va en finir parce que on se rend bien compte qu'on est quand même plus malheureux que heureux et que on n'a pas de projet, on n'avance pas et voilà quoi. Donc et aujourd'hui. Depuis combien de temps vraiment vous avez conscience de ça, de dire que votre relation n'avance pas? Depuis 2 ans quoi, D'accord. 2 ans. Ouais. Et donc c'est des éléments qu'elle partage aussi. Donc il y a la goutte d'eau qui a fait déborder le vase la semaine passée, une quinzaine de jours quoi. Donc moi je suis chef cuisinier. Oui. Et j'adore ce métier. J'ai travaillé dans des grands restaurants sans faire de pub. J'ai travaillé avec Landerins à Paris entre autres. J'ai travaillé à la Pérouse Beaulieu, etc. Enfin, je suis passionné par ce métier-là. Et donc, très beau métier, oui. Naturellement. Et donc, j'ai pas envie de quitter ça parce que ça me permet aussi de gagner ma vie confortablement. Et puis, bon, voilà, ça me plaît. Enfin, bref. Mais par contre, il y a des horaires un peu biscornus. C'est vrai que c'est pas facile d'associer une vie familiale épanouie avec tout ça. Enfin, bref. Et donc on s'est quitté la semaine passée à la suite de disputes qui n'en finissent plus parce que ça dure des semaines et des semaines. Mais pourquoi? Parce qu'elle vous reproche vos horaires?
Oui, ça peut aller jusque là, oui, bien sûr, ouais. Enfin, mes horaires, enfin, c'est un tas de détails qui sont remis en question toujours. Après, moi, je suis pas non plus blanc comme neige. Je prends complètement ma part de responsabilité dans tout ça. Mais bon, c'est juste que je pense pas avoir la capacité à pouvoir à prendre des décisions comme ça, quoi, à savoir si je prends la bonne décision ou la mauvaise, parce que je vais pas me le cacher, j'ai des sentiments pour elle, je l'aime, je pense, même si ça a été un peu gâché par toutes ces situations. Mais bon, c'est plus vivable et c'est pas productif, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de projet de vie, c'est pas, vous voyez. Donc moi j'ai quitté le domicile et donc j'ai postulé ailleurs, en Corse, dans quelque chose, et je suis parti là-bas quelques jours. Et donc je ne savais pas si j'avais pris la bonne décision ou pas, normal, quoi, forcément. Oui. Et donc sans lui en parler, vous avez postulé. Oui, quand même. Oui. Et bon, après moi je me suis investi dans ce projet et après elle me relance, elle m'appelle, m'envoie des SMS, ça me rend fébrile dans mes décisions, vous voyez. Ça vous perturbe, oui. Ça me perturbe, complètement. Ouais. Parce que vous dit-elle? Quel est le contenu? Elle vous relance dans le sens de vous demandant de ne pas accepter cette proposition? Oui, complètement. Oui, j'étais à Orly et puis donc je l'avais au téléphone, elle pleurait en disant qu'il fallait pas que je parte, etc. Mais ce genre de comportement à livrer ses sentiments vraiment et à me dire à se livrer tout simplement, c'est pas un comportement qu'elle a habituellement quand on est ensemble. Oui, elle le fait toujours dans l'urgence, au fond, voilà, quand elle a le sentiment qu'elle va vous perdre, mais dans le quotidien, c'est plutôt fait de disputes. Complètement, ouais. Ouais. Donc, elle n'arrive pas à le dire dans un quotidien et c'est vraiment au moment, à l'extrême limite, quand elle craint de vous perdre. C'est souvent comme ça, en même temps, Jean-Pierre. C'est souvent quand on est sur le fil du rasoir. Ouais, mais bon. Est-ce que vous arrivez, vous, à lui dire que vous tenez à elle, malgré... Ah oui, bien sûr, naturellement. Enfin, comme la plupart des hommes, certainement. Enfin, j'ai la faculté de me réconcilier dans de bonnes conditions avec elle et de lui dire naturellement que je l'aime, etc. Mais bon, c'est visible, ça. Mais vous voulez dire que c'est vous réconciliez sur l'oreiller, comme on dit, c'est ça, uniquement? Non, justement, non. Enfin, quand c'est le moment ou quand je sens le moment venu, parce que quand le dialogue est à nouveau possible. Oui, c'est-à-dire que vous avez le sentiment qu'elle ne vous en laisse pas l'occasion en ce moment. Oui, même jamais lorsqu'il y a des disputes comme ça, etc. Enfin, c'est une situation. Mais au fond, c'est-à-dire que elle trouve que votre travail vous prend trop de temps et que les conflits tournent autour de cela, que votre travail vous prend trop de temps, trop d'énergie et que vous n'êtes plus suffisamment disponible pour elle, pour votre vie de famille. Ben si, pourtant je... Non, je ne dis pas, je n'attends pas que vous me répondiez, Jean-Pierre. J'essaye de comprendre ce qu'elle peut vous reprocher quand vous vous disputez. Écoutez, c'est des détails. Parce que je n'ai que votre point de vue. Oui, mais c'est tout le temps des détails, en apparence. Oui, bien sûr, c'est des détails... moi, je l'assimile comme ça, c'est des détails de... J'en sais rien en fait. C'est tellement récurrent. Après, c'est mon point de vue, bien sûr. Vous venez avec le mien, mais bon, j'ai aussi ma part de responsabilité visiblement dans la situation. Non, mais ça ne veut pas dire qu'il ne compte pas. Mais j'essaie aussi, à travers vous, d'entendre ce qui peut se dire, ce qu'elle peut dire. C'est-à-dire, voyez-vous, c'est tellement compliqué. C'est-à-dire que vous avez même du mal, alors que vous en arrivez quand même à un sentiment tel... d'impuissance au fond, de dire, d'accepter une proposition de boulot en Corse. Et quand je vous demande qu'est-ce qui se passe, quels sont les motifs de tension, c'est vrai qu'on n'arrive même plus à savoir. Souvent, vous me dites, je sais pas, c'est des détails. Je sais pas parce que ça va partir d'un détail en fait. Que ça flambe.
et ça flambe, et après on n'a pas la lance à incendie suffisamment importante pour calmer tout ça. Ça va durer 15 jours, quoi. Et 15 jours, c'est 15 jours au taquet. Donc ça veut dire qu'au fond, vous n'arrivez plus bien à saisir quel est l'enjeu de la frustration derrière. Ça veut dire... Ouais, complètement. Oui. Donc après, ça dure. Je vois pas l'intérêt. Oui, donc vous sentez agressé pour rien, en quelque sorte. Ouais, c'est ça, ouais. Et elle, du coup, moi, j'essaie d'interpréter, peut se sentir incomprise. Certainement, oui, mais bon, je maîtrise rien en même temps, quoi. Évidemment. Donc, oui. Je réagir, je maîtrise pas, quoi. Donc, je sais pas, je suis perdu. Enfin, il faut dire aussi qu'elle a perdu son papa il y a 2-3 ans et que depuis, elle se voile la face visiblement, c'est certain. Mais bon, ça a eu une incidence sur son comportement, bon, ça c'est certain. Ouais. Oui, parce que finalement, vous me dites que vos difficultés remontent à 2 ans. Enfin, à peu près, hein, les tensions, les grosses tensions, et elle a perdu son père il y a 3 ans. Ouais, c'est ça, à peine, ouais. Donc il y a quand même quelque chose qui serait lié. Elle aurait changé à ce moment-là. Enfin, il y a un problème de communication. Ça, c'est certain. Jean-Pierre, je vous propose qu'on continue à en parler après les infos, d'accord ? Ok, pas de souci. Ne raccrochez pas, tout de suite. Ouais.